La programmation orientée objet en PHP. Ceci est une introduction à tout ce qui sera vu dans les prochaines vidéos. Quelle est la différence entre le PHP procédural et l'orienté objet? Alors tout d'abord, il faut savoir que si vous n'avez pas vu de PHP procédural, je vous invite à voir les vidéos à ce sujet en premier et ensuite à venir sur l'orienté objet. Mais quelle est vraiment la différence? Il faut savoir que c'est un modèle de programmation qui repose l'objet sur le concept de classe et justement d'objet. C'est utilisé pour structurer un programme logiciel en utilisant du code simple mais réutilisable. Généralement, c'est appelé classe et c'est utilisé pour créer des instances individuelles d'objets. Le procédural, quant à lui, c'est une manière de programmer qui est très répandue mais qui repose sur des fonctions. On écrit des fonctions qui exécutent des actions les unes à la suite des autres. Le code est ici une suite de fonctions qui s'appellent les unes après les autres dans le procédural. Donc après cette courte explication, maintenant il faut imaginer que vous devez gérer une bibliothèque avec des milliers de livres. En PHP procédural, vous aurez des fonctions absolument partout. Afficher livre, ajouter livre, supprimer livre, etc., etc., etc. Ça va vite devenir un bazar sans nom. C'est là que la POO intervient. La POO, elle vous permet de tout organiser, mais vraiment comme dans une bibliothèque. C'est un très bon exemple, la bibliothèque. Vous aurez des étagères, qui sont les classes, des livres, qui sont des objets, et des règles claires, c'est les méthodes. Pour rester dans le même exemple, en PHP procédural, on va avoir une fonction afficher livre, comme on peut le voir. Et dans les parenthèses, on aurait par exemple $titre, virgule, $auteur, et ensuite des accolades, comme on le voit à l'écran. C'est un code qui est difficile à maintenir. Le problème qu'on rencontre, comme je l'ai dit avant et juste avant, il y a quelques minutes, c'est un code donc difficile à maintenir et à réutiliser pour des projets qui sont complexes. Alors qu'en fait, en orienté objet, on va tout regrouper, les données et les fonctions à l'intérieur d'un objet. On va créer des classes qui définissent un modèle et les objets qui sont les instances concrètes de ces classes. Donc par exemple, comme on le voit à l'écran, on a classe libre avec private $titre, private $author. On aurait donc nos getters, nos setters, notre constructeur également. Là, je n'ai pas pu tout mettre, c'est trop long. Et ensuite, on aurait notre fonction afficher info. On n'aurait plus qu'à créer notre livre. $livre égale new livre, on rentre le livre qu'on veut. $livre, afficher info. Et l'avantage, c'est que c'est un code modulaire, réutilisable et surtout bien mieux organisé. Pourquoi utiliser l'APOO? Donc, pour faire simple, le procédural, c'est comme suivre une recette de cuisine, avec les ingrédients et les instructions tout à la suite. L'orienté objet, c'est un peu comme utiliser un robot de cuisine, qui a déjà les ingrédients et les instructions, qui sait réaliser lui-même la recette. Il connaît tout. C'est la boîte noire. Vous devez déjà avoir peut-être entendu ce terme de boîte noire. On va donc utiliser la programmation orientée objet pour des projets complexes, car ça facilite l'évolutivité et la maintenance du code. On va créer des petites sections de code qui interagissent entre elles. Il faut savoir que ces petites sections permettent une séparation des responsabilités, données plus méthode. Le fait de réutiliser des éléments grâce à héritage et composition de code. Le code est plus concret et plus simple à maintenir. On peut donc plus facilement le tester, le modifier et en rajouter du nouveau si besoin. Donc un exemple concret, c'est, comme je l'ai dit, le système de gestion bibliothèque, avec notre classe de livre, notre classe d'auteur, notre classe de bibliothèque. C'est plus simple à gérer qu'en procédural où tout est, on va dire, en vrac et mélangé. On va maintenant parler des concepts de base de l'orienté objet. On a vu en premier les classes. Une classe, c'est un modèle de données définissant la structure commune à tous les objets qui seront créés à partir d'elle. Dans chaque classe, on définit des données, appelées attributs, et des actions, appelées méthodes, qui seront utilisées par l'objet qui sera instancié. Par exemple,
Une classe livre pourrait avoir des attributs comme titre et auteur, et des méthodes comme afficher info. La classe est comme un plan de construction, tandis que les objets sont les instances concrètes de ce plan. Un objet, c'est une instance donc concrète d'une classe. Il possède ses propres attributs et ses propres méthodes, correspondant au modèle d'attributs et de méthodes de la classe dont il a été instancié. Donc si on prend une image par exemple de voiture, on peut avoir un type Audi, modèle 2019, etc. Un autre objet de cette classe sera par exemple Mercedes. Voilà, modèle 2025. En programmation donc orientée objet, POO, une méthode, c'est une fonction définie à l'intérieur d'une classe. Ça décrit un comportement ou une action que les objets créent à partir de cette classe et peuvent réutiliser. Les attributs, eux, sont des variables ou des constantes nécessaires au fonctionnement de l'objet. Ils peuvent avoir une visibilité différente en fonction de s'ils pourront être utilisés en dehors de la classe, mais on verra ça plus tard. Ici, on a un exemple de code en PO, une déclaration de classe. On utilise le mot clé classe pour définir la classe. Le nom de la classe commence par une majuscule. Ensuite, on déclare les attributs, puis les méthodes, comme on peut le voir. En dessous de la classe, on associe un objet $, par exemple, ma voiture, et avec le mot-clé new et le nom de la classe. Et pour faire appel aux méthodes de la classe, on utilise les flèches et le nom de la méthode avec les parenthèses. Vide si la méthode n'a pas de paramètres, récupérer, sinon il faut les spécifier à l'intérieur des parenthèses. Maintenant, on va parler du constructeur. Donc, le constructeur, c'est underscore, underscore, construct, parenthèse, parenthèse, comme on peut le voir à l'écran. C'est une méthode appelée automatiquement lors de la création d'un objet. Pour être plus précise, un constructeur, c'est un programme orienté objet, une fonction particulière appelée lors de l'instanciation d'un objet. Ça permet d'allouer la mémoire nécessaire à l'objet et d'initialiser ses attributs. Sa syntaxe est underscore, underscore, construct, parenthèse, parenthèse, comme je l'ai déjà dit. Elle peut avoir des paramètres ou non. Dans l'exemple, elle a les paramètres, par exemple, $titre et $auteur, qui correspondent aux deux attributs de la classe. Maintenant, on va parler un peu de la visibilité. C'est important, ça permet de définir de quelle manière un attribut ou une méthode d'un objet sera accessible dans le programme. Il faut savoir qu'il existe 3 niveaux différents de visibilité applicables aux propriétés ou méthodes de l'objet. Il s'agit de visibilité publique, privée ou protégée, qui sont respectivement définis dans la classe au moyen des mots-clés public, private, protected. L'accès public, c'est l'accès par défaut en PHP. Si on ne précise aucune visibilité, le mot-clé public indique que les propriétés et méthodes d'un objet seront accessibles depuis n'importe où dans le programme principal, même en dehors de la classe concernée. L'accès private définit des attributs et des méthodes qui ne seront visibles et accessibles directement que depuis l'intérieur même de la classe. L'accès protected, quant à lui, c'est un intermédiaire entre public et private. Les attributs et les méthodes définies avec ce mot-clé ne vont être accessibles que depuis l'intérieur de la classe qui les a définis, ainsi que depuis les classes qui en héritent ou la classe parente. On va parler maintenant de l'encapsulation. L'encapsulation, c'est une pratique fondamentale qui consiste à regrouper les données et les méthodes qui les manipulent au sein d'une même entité, l'objet. Ça permet de protéger les données et de limiter leur accès afin de garantir l'intégrité et la sécurité du programme. L'encapsulation permet de contrôler comment ces données sont utilisées et modifiées, ce qui facilite la maintenance et l'évolution du code. Elle est mise en œuvre en définissant la visibilité dont on a déjà parlé. Les getters et setters sont des méthodes spéciales utilisées pour accéder et modifier les propriétés d'un objet.
respectivement. Ces méthodes offrent un contrôle accru sur les données et leur accès, et ça permet de garantir leur encapsulation. Un getter, c'est une méthode utilisée pour récupérer la valeur d'une propriété privée d'un objet. Il offre un moyen contrôlé d'accéder à des données encapsulées en évitant l'accès direct aux propriétés depuis l'extérieur de la classe. Un setter, c'est une méthode utilisée pour modifier la valeur d'une propriété privée d'un objet. Ça offre un moyen contrôlé de modifier les données encapsulées en validant éventuellement les valeurs avant de les assigner à la propriété. Alors là, on a par exemple un setter, mais bien sûr, on peut mettre des conditions dedans, etc. Tout est possible là-dedans. Maintenant, on va parler du mot-clé $vis, $vis. Le mot-clé $vis, c'est utilisé pour faire référence à l'instance courante de l'objet. Ça permet d'accéder aux attributs et méthodes de l'objet courant. Par exemple, dans une méthode afficher info, parenthèse, on peut utiliser $vis, titre, pour accéder à l'attribut titre de l'objet courant. Le $vis, c'est essentiel pour manipuler les données de l'objet à l'intérieur des méthodes. Vous avez un exemple juste ici. Maintenant, on va parler un peu d'héritage. On en a parlé précédemment, mais sans rentrer dans les détails, sans savoir ce que c'était. L'héritage, c'est un mécanisme qui permet de créer une hiérarchie de classes. Une classe enfant peut hériter des attributs et des méthodes d'une classe parente et les étendre ou les redéfinir. Par exemple, on peut avoir une classe parente livre et une classe enfant roman qui hérite de livre et ajoute des attributs et méthodes spécifiques au roman. L'héritage permet de réutiliser du code existant et de créer des hiérarchies de classes logiques et maintenables. Une classe enfant peut redéfinir une méthode de la classe parente. Ça permet à la classe enfant de personnaliser le comportement hérité de la classe parente. Par exemple, dans une classe roman qui hérite de livre, on peut redéfinir la méthode afficher info pour inclure des informations spécifiques au roman, comme le genre du roman. La redéfinition des méthodes, c'est un puissant mécanisme de la POO qui permet de personnaliser le comportement des classes enfants. Le mot-clé final et le mot-clé abstract. Ce sont deux mots-clés qui sont utilisés pour définir des comportements qui sont spécifiques dans les classes et les méthodes. Le mot-clé final empêche l'héritage ou la redéfinition. Par exemple, une méthode finale ne peut pas être redéfinie dans une classe enfant. Le mot-clé abstract est utilisé pour définir des classes ou des méthodes abstraites. Une classe abstraite ne peut pas être instanciée directement et une méthode abstraite doit être implémentée dans les classes enfants. Par exemple, on peut avoir une classe abstraite média avec une méthode abstraite afficher info et une classe livre qui hérite de média et de ce fait implémente la méthode afficher info. Les méthodes et propriétés statiques sont partagées entre toutes les instances d'une classe. Elles ne sont pas liées à une instance spécifique, mais à la classe elle-même. Le mot-clé statique est utilisé pour définir des méthodes et propriétés statiques. Le mot-clé self, S-E-L-F, est utilisé pour faire référence à la classe courante. Et classe retourne le nom de la classe. Par exemple, nous pourrions avoir une propriété statique $compteur dans une classe livre pour compter le nombre d'instances créées et une méthode statique getCounter pour accéder à cette propriété. Les méthodes et propriétés statiques sont utilisées pour des fonctionnalités qui ne dépendent pas des instances spécifiques. Donc on a les mots-clés statique, self et classe. Donc les méthodes et propriétés statiques sont souvent utilisées pour des fonctionnalités qui ne dépendent pas des instances spécifiques. Par exemple, nous pourrions utiliser une propriété statique
pour compter le nombre d'objets créés, ou une méthode statique pour des fonctions qui sont utilitaires, comme formater un titre de livre. Les statiques sont un outil puissant pour créer des fonctionnalités partagées entre toutes les instances d'une classe. On a comme méthode utilitaire, par exemple, livre, formater titre, et entre les parenthèses, $titre. Les namespaces sont utilisés pour organiser le code en modules et éviter les conflits de noms. Par exemple, on pourrait avoir deux classes livres dans des fichiers qui sont différents et utiliser des namespaces pour les distinguer. La syntaxe pour définir un namespace est namespace, nom du namespace, point virgule. Et pour utiliser une classe de notre namespace, on utilise le mot-clé use, suivi du nom complet de la classe. Les namespaces sont essentiels pour organiser le code dans les grands projets. La syntaxe pour définir un namespace, c'est simple. On utilise le mot-clé namespace suivi du nom du namespace, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, on pourrait avoir namespace bibliothèque /livre pour définir un namespace livre dans namespace bibliothèque. Pour utiliser une classe de notre namespace, on utilise le mot-clé use suivi du nom complet de la classe. Par exemple, on pourrait utiliser bibliothèque /livre avec un S /livre sans S. Pour utiliser la classe, donc vous avez l'exemple juste ici. Maintenant, on va parler un peu du modèle MVC, qui est quand même très connu, et c'est vraiment important de bien comprendre. Le modèle MVC, Model View Controller, c'est une architecture logicielle qui sépare les responsabilités en trois composants. Le modèle, la vue, le contrôleur. Le modèle est responsable de la gestion des données. Par exemple, une classe livre pourrait être un modèle pour les données des livres. La vue est responsable de l'affichage des données. Par exemple, un fichier affiché livre.php peut être la vue pour afficher les informations d'un livre. Le contrôleur, quant à lui, est responsable du traitement des requêtes. Par exemple, une classe livre contrôleur pourrait être le contrôleur pour gérer les requêtes liées au livre. En programmation orientée objet, on peut implémenter le modèle MVC en utilisant des classes pour chaque composant, ce qui rend le code quand même beaucoup plus organisé et maintenable. Si vous poursuivez sur un framework tel que Symfony, Laravel, etc., vous verrez d'autres parties, par exemple les repositories, qui permet de gérer d'autres parties de la couche métier. Mais évitez de tout mettre dans le contrôleur parce que ce n'est pas son rôle. Pour écrire donc du code POO de qualité, c'est important de suivre certaines bonnes pratiques et concepts avancés. On a les principes solides, SOLID, qui sont 5 principes de conception qui aident à créer des classes et des objets qui sont bien conçus. On a par exemple le principe de responsabilité unique, qui stipule qu'une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer. Les design patterns sont des solutions qui sont éprouvées à des problèmes courants en PO. Par exemple, le pattern singleton garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et le pattern factory permet de créer des objets sans spécifier la classe concrète. Il existe des tests, tels que les tests unitaires, qui sont vraiment essentiels pour vérifier que notre code fonctionne comme prévu. Si vous ne savez pas ce que c'est les tests, regardez toutes les vidéos de tests que j'ai fait pour en apprendre davantage. Donc, par exemple, en PHP, on peut utiliser PHP Unit qui permet d'écrire des tests pour nos classes et nos méthodes. Il y a aussi des outils comme PHP Stan et PHP-CS-Fixer qui peuvent aider à analyser et à formater notre code pour garantir sa qualité. Donc, pour conclure, la PO, donc programmation orientée objet en PHP, ça permet de structurer des applications qui sont robustes, maintenables et évolutives. En maîtrisant les concepts de base comme les classes, l'héritage, l'encapsulation
ainsi que des bonnes pratiques comme Solid, ainsi que les tests unitaires que vous développerez dans des frameworks plutôt, c'est-à-dire avec Symfony, Laravel, voilà, vous pouvez développer des projets qui sont professionnels et de très bonne qualité. La PO, c'est un outil puissant pour créer des applications qui sont complexes mais maintenables. Je vous encourage à explorer davantage pour améliorer vos compétences en développement PHP.